pouvoir toucher le plus de personnes, puisque sur la commune, vous êtes quand même plus de 6 000 habitants, donc pour pouvoir aussi avoir les avis du plus grand nombre, il y a un questionnaire qui a été diffusé, peut-être que vous y avez répondu, donc c'était sur le BIM mais aussi sur les réseaux, sur Internet. Pour ceux qui n'ont pas forcément accès au BIM, il y a eu également des permanences de fêtes, donc soit à la médiathèque, à l'Armorica, ou lors du forum des associations, par exemple, pour pouvoir aussi essayer de rencontrer d'autres consommateurs, d'échanger en direct avec eux. Et finalement, donc, grâce à cette diffusion, donc, il y a eu 250 personnes qui ont répondu à ce questionnaire portant sur les habitudes alimentaires des consommateurs et qui ont permis aussi de creuser un petit peu ce qui freinait les habitants et ce qui pourrait permettre aux habitants de se rapprocher d'une alimentation durable, plus locale. Voilà. Alors, pour l'introduction, je crois qu'on a fait le tour, donc on va pouvoir peut-être commencer par rentrer dans le vif du diagnostic. Et donc, pour cela, la partie, donc la restitution va se diviser en 4. Dans une première partie, on verra qu'est-ce qu'il existe, donc quelle est l'offre locale et durable à Plouguerneau. Dans une deuxième partie, ce sera les actions qui ont déjà été mises en place par la commune. Donc là, ce sera vraiment l'existant, partie 1 et partie 2. Et partie 3 et partie 4, on va essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Mais pour ça, on va déjà essayer de se poser des questions, savoir, de connaître un peu le contexte, les enjeux, et de réfléchir, en fait. Donc là, je ne vais pas vous donner des réponses et je ne vais pas vous donner des... Enfin, je vais vous donner quelques chiffres quand même pour peut-être, j'espère, vous apprendre quelque chose, mais le but, ce ne sera pas de dicter quoi que ce soit, ce sera vraiment de réfléchir ensemble à des leviers pour l'alimentation locale et durable. Alors, on va commencer par la partie 1. Et pour cela, donc je reprends ce que Solène vous disait en tout début de partie. On va faire d'abord un petit quiz pour essayer de voir un petit peu déjà vos connaissances sur le territoire. Alors, vous allez pouvoir retourner sur donc la page Live Vote et je vais pouvoir commencer à lancer les trois premières questions. Alors, je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes qui nous ont rejoints depuis. Donc, pour ces personnes-là, je viens de remettre le lien VoxVote dans la messagerie. Il faut juste cliquer sur discussion et vous aurez accès à cette messagerie. Donc, vous cliquez sur le lien et vous l'ouvrez en fait dans une page Internet. Vous rentrez le code 20913 et un pseudo en haut à droite de l'écran. Et normalement, vous avez accès au quiz que Nadège va lancer. Alors, je vais lancer la première question. Donc, normalement, vous y avez accès et donc je vais vous la lire et peut-être l'expliciter le temps que tout le monde puisse y réfléchir. Donc, première question, combien de producteurs de la terre de la commune réalisent de la vente en circuit court? Alors, donc là, je spécifie bien les produits de la terre. Donc, je ne parle pas de tout ce qui est produit de la mer, poisson, on verra ça un peu plus tard. Donc, vraiment, ce que vous consommez habituellement. Voilà, bon, vous avez une idée, donc épicerie, céréales, le lait, produits laitiers, le porc, voilà. Donc, combien de producteurs sont plouguernéens, donc produisent à Plouguerneau et réalisent aussi de la vente donc, sur des circuits à Plouguerneau. Donc, est-ce qu'il y a réponse A, 3 personnes, réponse 4 producteurs, je répète, réponse A, 3 producteurs, réponse B, 4 producteurs, réponse C, 5 producteurs ou réponse D, 6 producteurs. Je vous laisse 30 secondes. Voilà, n'hésitez pas. S'il y en a qui ont des soucis à se connecter, voilà, ne pas hésiter à signaler ou à voix haute ou dans le chat. D'accord. Donc, je vous laisse cliquer sur le bouton vote pour bien envoyer votre réponse. Et donc, ensuite, je vais passer à la deuxième question.
Donc, je stoppe cette première question. Et donc, vous êtes la majorité, 40% à avoir dit 4 producteurs et 36% 5 producteurs. On verra la réponse juste après. Donc, je lance la deuxième question. Alors, deuxième question, cette fois-ci, ça y ressemble, mais cette fois-ci, c'est pour les produits de la mer. Donc, plus ou moins la même question. Combien de producteurs de la mer qui pêchent ou qui élèvent des produits de la mer à Plouguerneau commercialisent également en circuit court sur Plouguerneau? Alors, est-ce qu'il y a réponse A, un seul producteur de la mer, réponse B, 2 ou 3? Alors, pardon, je rectifie. Donc là, ce n'est pas les producteurs, pardon, c'est les points de vente. Excusez-moi. Sinon, ça faussera un petit peu les réponses. Donc, est-ce que réponse A, vous pouvez trouver des produits de la mer en circuit court sur un point de vente? Réponse B, vous pouvez trouver des produits de la mer sur 2 ou 3 points de vente. Réponse C, vous pouvez trouver des produits de la mer sur 4 ou 5 points de vente. Ou réponse D, vous pouvez trouver des produits de la mer sur plus de 6 points de vente. Donc, dans combien de points de vente de la commune peut-on acheter des produits de la mer pêchés ou élevés par des producteurs de Plouguerneau? Est-ce que c'est réponse A, un seul point de vente? Réponse B, 2 ou 3 points de vente? Réponse C, 4 ou 5 points de vente? Ou réponse D, 6 ou plus points de vente? Du suspense aujourd'hui. Je pense que c'est bon. D'accord. Alors, pour cette question, donc ex aequo sur 2 ou 3 ou 4 ou 5 points de vente. Donc, on ne sait pas trop. On verra donc la réponse juste après. Et donc, troisième question, là, pour cette série, donc troisième et dernière question, je vous la lance. Alors, la question, qu'est-ce que le réseau Le Saint? Le réseau Le Saint, c'est réponse A, une base logistique pour les GMS. Réponse B, un grossiste en restauration. Réponse C, une coopérative. Ou réponse D, une multinationale. Alors, juste précision au cas où, GMS, c'est grande et moyenne surface. Alors, je vous laisse 5 petites secondes avant d'arrêter. Je vous laisse cliquer sur le petit bouton vote. Et donc, je starte cette première série de questions. Et donc, vous êtes 40% à me dire une coopérative, 30% un grossiste, 20% une base logistique. Donc, c'est très mitigé aussi pour ces réponses. Alors, je vous laisse revenir sur l'écran partagé pour aller voir avec moi donc, les réponses à ces 3 premières questions. Alors, première question, le nombre de producteurs de la commune. Vous hésitiez entre 4 ou 5. Donc, la réponse, c'est la réponse 5. Et on va voir ensemble donc, les producteurs de la commune qui commercialisent en circuit court. Donc, peut-être que les plus connus, peut-être pour vous, donc, le Vieux Potager, que vous pouvez retrouver donc, à la ferme sur la route du Grouannec le vendredi soir. Vous avez le potager du Méséozone, donc, qui est également en bio et qui actuellement, enfin, selon la période, en hiver, il n'y a peut-être pas forcément de production, mais en été, vous pouvez les retrouver, par exemple, au niveau des viviers bretons, donc le samedi, et le GAEC de Kergadavan, que vous pouvez retrouver, où vous pouvez également acheter des légumes le samedi matin. Et les 2 derniers, donc Pinoir et compagnie, donc produits laitiers, donc surtout des yaourts, crème dessert et fromage de plusieurs goûts différents, vous avez le choix. Donc là, il y a les horaires, mais qui ont été modifiés qu'au couvre-feu, donc c'est le vendredi soir, mais de 16h30 à 17h30 ou le samedi matin. Et donc le dernier, donc le miel que vous avez peut-être trouvé, donc le miel de Jean-Louis Breton que vous avez peut-être trouvé dans les petits commerces de Plouguerneau ou directement via le producteur que vous pouvez également acheter. Alors, il y a, c'est pas un petit piège, mais disons qu'il n'y a pas simplement ces produits-là que vous pouvez trouver à Plouguerneau. Si on élargit un petit peu le périmètre, juste à côté, donc, il y a le panier légumes de Guissény. Le producteur ne se situe pas à Plouguerneau, mais commercialise ses produits à Plouguerneau, et donc c'est assez facile.
vous pouvez vous rendre sur le site internet et passer des commandes et vous êtes ensuite livré dans un point de dépôt de Plouguerneau, donc à la Trappe-Fleur. Voilà, donc j'ai même le site d'affiché sur le côté, donc je pourrais même vous montrer, voilà, c'est assez pratique. Sinon, vous pouvez aussi trouver des produits locaux, donc à l'épicerie Lilia, l'épicerie Vrac qui vient d'ouvrir, aussi dans les petits commerces, donc par exemple les magasins de souvenirs ou les boulangeries, qui proposent aussi des petits produits d'épicerie ou des produits aussi dans les épiceries des légumes ou des viandes, produits laitiers, et qui sont également, pas forcément de Plouguerneau, mais qui restent des produits locaux sur un périmètre assez restreint, donc Finistère Nord. Et donc, le petit dernier, donc, c'est donc les hydrolats aromatiques qu'on peut trouver, par exemple, en vente sur le site Florinam, et qui est donc aussi une exploitation qui se situe à Plouguerneau. Donc, je vous montre rapidement sur leur site internet, vous pouvez trouver le descriptif et donc les explicatifs de ce que c'est qu'un hydrolat aromatique. Donc, vous pouvez les utiliser en cuisine pour des usages thérapeutiques ou cosmétiques. Voilà, donc c'est aussi sur Plouguerneau. Donc, comme quoi, il y a quand même plusieurs choses à Plouguerneau. Voilà. Et donc, ça, c'était le site du panier bio. Donc, je reviens au questionnaire. Donc, la deuxième question qui concernait donc, les produits de la mer. Alors, en fait, il y a beaucoup de points de vente à Plouguerneau, puisque vous avez déjà 2 viviers qui permettent de vendre donc, des poissons empêchés sur les abords de Plouguerneau. Vous pouvez trouver aussi les crustacés. Vous pouvez trouver donc, diverses choses, donc du lieu jaune, lotte, tourteau, homard, même des plateaux de fruits mer, voilà, vous avez le choix. Et vraiment au port, vous pouvez également directement voir les pêcheurs et pouvoir voir avec eux, donc la pêche du jour, et pouvoir acheter directement avec eux leur pêche. Ensuite, donc, il y a la conchiliculture, donc les coquillages huîtres ormeaux, France Halieutique pour les ormeaux, donc les huîtres de gris, et vous pouvez les acheter donc soit au niveau de leur production, vous pouvez les trouver au bar à huîtres, et vous pouvez aussi les trouver parfois à Intermarché, du moins pour ce qui concerne les huîtres, pour les trouver certains produits de la mer. Donc les grandes et moyennes surfaces commercialisent aussi parfois des produits vraiment locaux, plouguernais ou aux alentours. C'est pas forcément pour tous les produits, et pas forcément tout le temps, mais voilà, il faut savoir que les grandes et moyennes surfaces participent aussi potentiellement à la mise en place des circuits courts. Et voilà, donc petite diapo juste pour... j'ai eu quelques retours au niveau des consommateurs de personnes qui ne savaient pas forcément comment cuisiner les produits de la mer, donc ce qui pouvait empêcher d'acheter directement en local. Alors, il y a le chef donc, de la restauration scolaire, David Lemeur, qui a, par exemple, publié un tuto pour pouvoir cuisiner le turbo poché, la recette turbo poché savaillon d'huîtres, que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, pareil, on vous met le lien. Vous pouvez aussi trouver sur pas mal de sites des tutos, des recettes. Ça s'échange, ça se trouve très facilement. Et finalement, en suivant pas à pas, vous pouvez voir que les poissons locaux sont aussi très, très facilement mis en pratique, mis en préparation. Si jamais vous avez vraiment des difficultés, vous pouvez aussi voir les viviers, donc leur demander les cuissons des crustacés, des filets de poisson ou demander des conseils. Voilà. Et pour la troisième petite question, donc le réseau Le Saint, alors vous étiez majoritairement sur la réponse C, une coopérative, et donc c'est en fait un grossiste en restauration. Je vais vous expliquer un peu plus tard le rôle des grossistes et des coopératives. Voilà, mais là, je vais simplement faire un arrêt sur le réseau Le Saint et sur les restaurants dont on n'a pas encore parlé, puisque actuellement, c'est une période assez difficile pour eux, donc ne pas les oublier. Et si on considère donc les sources d'approvisionnement des restaurants, il y a surtout 3 types de fournisseurs, donc les producteurs qui donc, vont vendre directement aux restaurateurs.
ce qui peut être parfois compliqué pour certains si le temps, la quantité, la diversité des produits n'est pas là. Voilà, ça dépend vraiment de chaque type de restaurant, de leur objectif. Alors, vous avez de l'autre côté des grossistes nationaux, internationaux. Alors, voilà, je le mets en haut, sinon vous n'allez pas voir. Alors, les grossistes internationaux, donc type Métro, Pomona, donc Métro c'est allemand, Pomona c'est français, qui vont vraiment fournir sur toute la France. Et vous avez entre les deux un très gros grossiste aussi, le réseau Le Saint, qui est le deuxième grossiste français de produits, donc de fruits et légumes pour les restaurants. Alors, je précise quand même que c'est un grossiste local, puisque actuellement, donc, sa base est à Guipavas. C'est donc le Saint est originaire de Bourg-Blanc, donc vraiment très, très proche d'ici. Et finalement, le Saint passe aussi des commandes, enfin des commandes, plus ou moins des contrats avec les producteurs vraiment du Nord Finistère, qui permet d'être achalandé en légumes, donc de façon très locale, même si le Saint reste un grossiste important en France. Voilà, ce n'est pas la taille non plus de l'acteur qui définit ou non si les produits sont locaux ou non. Donc finalement, les restaurants ont en fait accès à des produits très locaux, même en se fournissant en gros auprès de ce grossiste. Alors, je vous ai mis un petit lien vers l'ensemble du catalogue, l'ensemble de l'annuaire des acteurs économiques de Plouguerneau. Vous pourrez y voir les adresses donc, des petits commerçants, boutiques de souvenirs, épiceries, boulangeries et la liste des restaurants, voilà, pour aussi vous approcher de vos commerces de proximité, vos commerces locaux. Et pour finir donc, cette première partie, je vous ai mis une liste de liens qui vous permet vous-même d'aller à la recherche des producteurs locaux. Il y a toute une liste en fait, puisque à toute échelle, les acteurs ont essayé de monter leur propre carte. Alors, Frais local, c'est une plateforme nationale, donc le ministère de l'Agriculture qui a mis ça en place. Produits locaux, donc ça, c'est la région Bretagne qui a mis ça en place. D'ici même, cette fois-ci, c'est le pays de Brest qui a mis ça en place. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure rapidement des captures d'écran qui vont vous permettre de voir. Mais voilà, c'est des cartes qui permettent de retrouver les producteurs locaux. Mangeons local, donc c'est à l'échelle de Bretagne, mais cette fois-ci, une personne, un initiateur privé qui a mis ça en place gratuitement. Et ensuite, pour cibler spécifiquement les produits bio, vous avez aussi l'annuaire de l'agence bio ou Bon Plan Bio. Donc, très rapidement, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, là, vous avez la toute nouvelle carte nationale qui est encore très peu fournie puisqu'elle est toute nouvelle. Vous avez ici produits locaux, donc, qui est cette fois-ci donc, à l'échelle de la Bretagne. Donc, voilà, pareil, vous tapez la ville et vous allez retrouver une carte. Ensuite, vous pouvez avoir les petits catalogues comme ça qui sont fournis par le groupement agriculture biologique. Donc voilà, on vous met tous ces liens donc, sur le chat et ensuite on vous diffusera. Et donc vous pourrez voir tous ces points de vente. Par exemple, vous cliquez sur un point et vous trouvez voilà, le commerce ou le producteur local. Alors, donc ça, c'est l'initiative de Bretagne. Je vous montre rapidement comme ça, quoi ça représente. Donc, celui-là, vous voyez, vous cliquez, donc vous voyez le nom du producteur, donc les jardins de Pierre Lorman. Et le dernier, donc c'était pour le bio. Voilà, vous avez spécifiquement les producteurs bio qui sont ici, avec leur site internet, un petit peu les détails, les détails de ce qu'ils produisent, et choses comme ça. Voilà. Alors, on a fini la première partie, peut-être passer à la deuxième partie cette fois-ci, donc sur les actions de la commune. Et comme tout à l'heure, la deuxième partie donc, va commencer par un quiz pour tester un peu vos connaissances. Alors, je vous invite à retourner sur le quiz sur VoxVote. Et de mon côté, je vais lancer la question. Alors, donc là, je viens de lancer la question. Si jamais vous ne la voyez pas affichée de votre côté sur l'écran, pensez à cliquer sur les petites flèches, là, sur le
reset sur recharger la page, pardon. Recharger la page pour pouvoir voir la question si jamais elle ne s'affiche pas sur vos écrans. Voilà. Encore une fois, je crois qu'il y a des participants qui sont arrivés depuis le dernier quiz. Donc, pour ces derniers participants arrivés, donc j'ai remis dans le chat le lien vers livevoxvote.com. Vous copiez cette adresse-là, vous la copiez dans votre navigateur Internet. Vous allez arriver sur une page, il faudra rentrer le code 20913 au milieu de la page et indiquer votre pseudo en haut à droite et vous aurez accès au quiz. Alors, je vous lis la première question de cette série. Donc, la question, quel est le pourcentage de produits bio utilisés pour la confection des repas de la cuisine centrale? Alors, est-ce que c'est réponse A, 13% de produits bio utilisés, réponse B, 18% de produits bio, réponse C, 23% ou réponse D, 33%? Quel est le pourcentage de produits bio utilisés pour la confection de repas de la cuisine centrale? Par notre chef David Lemaire et son équipe. Alors, je vous laisse encore 5 secondes avant d'arrêter la première question. N'oubliez pas donc toujours d'appuyer sur le petit bouton vote vert pour valider la réponse. Voilà, et donc je vais stopper la question. Alors, vous êtes 70% à avoir répondu 23% de produits locaux. Alors, je ne sais pas qui vous a soufflé la bonne réponse. Pardon. Mais oui, bon déjà, c'était bien effectivement 23%. Donc, sinon, vous êtes 15% à avoir dit 33% et 18% et 15%, pardon. Voilà. Donc, une majorité de bonnes réponses. Donc, bon, normalement, les réponses seront donc dites tout à l'heure. Comme la première partie, voilà, on fera un retour sur les bonnes réponses tout à l'heure. Je passe à la deuxième question. Donc, je vais vous la lancer. Quelle nouveauté pour les enfants des écoles publiques a été introduite durant l'année scolaire en cours? Alors, on parle bien là de l'année scolaire, donc septembre 2020 et actuellement 2021. Voilà, donc durant cette période, quelle nouveauté a été introduite dans les écoles publiques? Est-ce que c'est réponse A, des animations durant le temps méridien? Est-ce que c'est réponse B, du fromage à la coupe pour éviter les emballages plastiques donc à la cuisine centrale? Et réponse C, des ateliers cuisine avec les enfants? Ou réponse D, une table de tri? Je vous laisse pareil quelques secondes, 30 secondes pour pouvoir y réfléchir. Cinq petites secondes. Alors, je vais arrêter cette deuxième question. Et verdict, vous êtes 52% donc à avoir mentionné une table de tri. 23% des animations durant le temps méridien, 14% pour du fromage à la coupe et 9% des ateliers cuisine. Donc, nous verrons la bonne réponse juste après. Dernière question. Alors, je fais juste un petit... Donc là, vous êtes 30 personnes connectées et tout à l'heure, il y a eu 20 réponses. Alors, peut-être que je vais un peu trop vite. Non? D'accord. Sinon, il ne faut pas hésiter à dire s'il y a une question, s'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, n'hésitez pas à faire des retours. Alors, dernière question de cette série. Je vous la lance. La commune a prévu de mettre en œuvre en 2021 un accompagnement visant à améliorer la consommation de produits bio et locaux. Quel est le nom de ce défi? Est-ce que c'est réponse A, défi FAP, réponse B, défi TAP, réponse C, défi SWAP ou réponse D, défi PAF? Le nom de l'accompagnement. Pareil, tout à l'heure, on vous expliquera un peu plus en détail les tenants et aboutissants de cet accompagnement.
Donc, réponse A, défi FAP, réponse B, défi TAP, réponse C, défi SWAP ou réponse D, défi PAP. Très bien. Alors, je vais arrêter la question. Et donc, 86% pour la réponse A, défi FAP. Pardon. Très bien. Merci pour votre participation. Et je vais laisser la main à Solène qui pourra un peu plus que moi vous expliquer ce que la commune a mis en place. Et donc, en suivant l'ordre de ces 3 premières questions. Oui, merci Nadège. Donc oui, la réponse à la première question, il y avait une majorité de bonnes réponses, hein, donc 23%, c'est le pourcentage de produits bio dans les repas confectionnés par la cuisine centrale. Donc ce sont les chiffres 2020. Donc c'est la première année où on dépasse les 20%. On est bien content parce que voilà, c'est pas si facile. Et en tout cas, ça nous permet d'atteindre au moins déjà un des objectifs de la loi Egalim, voilà, qui demande aux restaurants collectifs et donc d'atteindre ces 20% de bio et 50% de produits dits durables de qualité pour le 1er janvier 2022. Donc, on va dire, voilà, une petite partie du chemin parcouru. Donc, ça s'est fait grâce à plusieurs outils. Hein, bon, déjà, c'est un travail d'équipe, parce qu'effectivement, les commandes se font par l'équipe de la cuisine centrale que vous voyez ici, mais donc ça se fait via des marchés publics principalement, donc un marché public qui avait été rédigé en 2016, donc qui arrive à terme là et qu'on est en train de revoir à nouveau. Donc ce marché-là nous avait permis, en allotissant, en faisant des lots, on fait des lots spécialement bio, voilà, de pouvoir augmenter un peu le pourcentage de produits bio, mais il y a eu aussi un travail fait au niveau des producteurs locaux et bio, donc ceci grâce à la plateforme AgriLocal, qui est un outil mis en place par le département du Finistère, dans le cadre aussi, eux, de leur propre projet alimentaire de territoire, et qui permet de faire se rencontrer l'offre et la demande en matière de produits locaux et au niveau de la demande, au niveau de la restauration collective. Et donc pour notre marché que nous sommes en train de revoir à nouveau, donc pour passer encore, aller encore plus loin, on se fait accompagner par la Maison de la Bio du Finistère. Cathy Pichon, je crois, est parmi nous ce soir. Donc c'est la personne particulièrement qui nous accompagne sur ce dossier. Là, c'est vraiment pour essayer d'augmenter, rédiger des marchés de manière à augmenter notre proportion de produits bio en circuit court. Voilà, on a comme autre outil aussi donc notre cuisine centrale. Mon mari vous a fait un petit historique tout à l'heure. Mais donc là, du coup, on est sur un équipement qui va permettre aussi normalement de travailler normalement plus facilement les produits issus de circuits courts. On est sur des produits en général peu transformés, voire bruts, donc qui demandent aussi beaucoup de manutention et de travail pour l'équipe. Donc voilà, il y a besoin de moyens humains, mais aussi un outil technique. Et donc la nouvelle cuisine centrale qui a été inaugurée en octobre dernier, voilà, est parfaitement adaptée pour travailler ce type de produit. Voilà pour la première question. Alors, la deuxième question, donc la nouveauté qui a été introduite depuis septembre, et on va dire plus exactement, on va dire la Toussaint, ce sont effectivement les tables de tri. Alors, des tables de tri, vous me direz, c'est quoi? C'est une table qui permet voilà, il y a une photo. Donc ça a été mis en place dans chacune des écoles publiques de la commune. Et donc, tous les jours sont pesés les déchets, donc non consommés par les enfants, au niveau des entrées, des viandes et poissons, des accompagnements, féculents et légumes et des desserts. Ça, c'est pesé tous les jours. Et pourquoi, vous me direz, du coup, c'est pour pouvoir évaluer plus finement ce qui a fonctionné et pas fonctionné, dès qu'il y a une nouvelle recette ou un nouveau produit, un nouvel aliment. Voilà, il y a des choses qui fonctionnent des fois moins bien. Donc, l'idée, c'est d'avoir comment dire, une visualisation précise et au quotidien, au jour le jour, de ce qui a fonctionné ou pas. Donc, il y a un échange permanent entre, du coup, les cantines et la cuisine centrale sur ces données-là. Pour vous donner quelques chiffres, on avait fait donc un premier diagnostic de gaspillage alimentaire en 2017, accompagné par l'association Au Goût du Jour, et on devait être en moyenne dans les écoles publiques aux alentours de 130 grammes par assiette environ. Et sur les derniers mois de 2020,
sur la plus grande école, donc le Petit Prince, nous en sommes à une moyenne de 60 à 70 grammes par assiette. Donc, on a vraiment fortement baissé. Et donc, cette réduction des gaspillages alimentaires, donc effectivement, c'est bon pour la planète parce qu'on voilà, on consomme moins, on achète moins, on fait moins de gaspillage. Mais voilà, c'est aussi un gain financier que l'on peut aussi réinvestir dans l'achat de produits dits de qualité qui sont forcément normalement et logiquement un peu plus chers. Et donc, cette nouvelle technique de peser des déchets alimentaires, on ne l'a pas inventée, en fait, on s'est inspiré de nos partenaires du réseau Cantine Durable Territoire Engagé, donc Montsartou qui pilote ce réseau. On vous en a parlé aussi brièvement en introduction. Hein. Nous sommes membres du réseau Cantine Durable Territoires Engagés depuis octobre 2019. On est accompagné pour cela pendant 2 ans par la commune de Montsartou, qui est donc très, très avancée en matière d'alimentation durable. Ils ont des cantines en 100% bio, ils ont une régie agricole maraîchère en bio qui fournit l'intégralité des légumes consommés dans les cantines. Enfin, voilà, ils ont beaucoup avancé. Donc, l'idée de ce réseau, c'est de pouvoir nous faire profiter de leurs bonnes pratiques. Mais au-delà de ça, c'est favoriser les échanges entre partenaires du réseau. Donc, Plouguerneau fait partie de ce réseau avec 8 autres collectivités sur l'ensemble de la France. Donc, c'est pas beaucoup de membres de réseau, mais on est censé engranger des bonnes pratiques et au bout des 2 ans, pouvoir, nous, à notre tour, rediffuser les bons enseignements qu'on aura retirés de ce partage d'expérience. Donc, voilà. On avait aussi, parmi les réponses possibles, les projets pédagogiques, je veux dire des animations durant le temps méridien. Donc ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait depuis un moment. Ce sont des actions qui sont menées sur le temps méridien par les équipes dans les écoles publiques et c'est une déclinaison, en fait, une mise en action du projet pédagogique du temps méridien qui a été écrit par les agents et toute l'équipe du service éducation jeunesse et validé en conseil municipal en septembre 2019. Donc, ces animations, voilà, ça peut être des plantations potagères, c'était le cas en mai-juin de 2020. Ce sont des visites sur le temps méridien auprès du jardin partagé des Ancolis. Ça peut être des animations, coloriage, décoration autour de fleurs alimentaires ou voilà, de jolies décorations pour les cantines. Donc, toujours autour du thème de l'alimentation. Et les ateliers cuisine, on ne les a pas encore faits. En fait, c'est un projet. C'est un projet que l'équipe de la restauration scolaire aimerait pouvoir développer. Donc, c'est vrai que les conditions sanitaires ne le permettent pas trop en ce moment. C'est pas simple. Mais voilà, maintenant qu'on a un bel équipement et une salle de restauration qui permet d'accueillir effectivement des petits groupes. Donc, l'idée, ce serait à terme de pouvoir développer ce type d'animation pour les enfants de la commune. Et le fromage à la coupe, effectivement, c'est pas un nouveau projet, c'est déjà le cas depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière déjà. Donc voilà pour cette question-là. Il y avait une dernière, et oui. Et donc, vous êtes beaucoup à avoir répondu défi FAP, donc c'est la bonne réponse. C'est un défi famille à alimentation positive. Donc, on a été formé par la Maison de la Bio 29 fin d'année 2020. Donc, une petite équipe d'agents et d'élus au sein de la commune pour pouvoir derrière monter, organiser et mener notre propre défi FAP à l'échelle de la commune. Donc, on l'a souhaité, ce premier défi destiné prioritairement aux familles des enfants scolarisés sur la commune, parce que voilà, toute notre démarche est partie de la restauration scolaire et le but, c'est commencer à élargir le cercle des personnes concernées en s'attachant au public des familles, des parents de ces enfants. Et donc, on souhaitait normalement le lancer idéalement en fin janvier. On avait prévu une soirée de lancement le 22 janvier dernier, mais le couvre-feu a mis à mal notre petit programme. Donc, c'est pas grave. On est reparti sur un autre calendrier. On a souhaité tout garder ça en présentiel et donc, on a préféré le décaler sur l'année scolaire 2021-22. Et donc, la soirée de lancement sera décalée au vendredi 24 septembre à 18h30. L'idée de ces défis FAP, c'est de pouvoir démontrer qu'on peut manger bon, sain, équilibré, avec des produits locaux et bio et pas forcément à plus cher. Voilà. Marie?
Oui, on avait oublié de rallumer le micro, pardon. Ouais, donc du coup, alors sur ces deux parties-là, un peu sur ce qu'il fait en matière d'offres de circuits courts et ce que la mairie fait, elle, de son côté, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des remarques aussi, des précisions On vous écoute, vous pouvez prendre la parole, soit vous êtes à l'aise pour prendre la parole et il ne faut pas hésiter, soit vous pouvez passer par le chat aussi pour poser vos questions. On ne peut pas hésiter, hein, s'il y a besoin de précision ou voilà, de compléments d'information. On arrivera à 50. Alors, j'ai Emmanuel qui pose la question. On arrivera à 50% de bio d'ici l'année scolaire prochaine. Alors, effectivement, c'est un des objectifs qu'on s'était donné dans le cadre du réseau Cantine Durable Territoires Engagés. C'est qu'au bout des 2 ans du réseau, on arrive à 50% de bio. C'était un objectif voilà, qui va au-delà de ce qui est demandé dans la loi Egalim. La loi Egalim, je vous le rappelle, demande effectivement que les restaurants scolaires puissent s'approvisionner en volume d'achat hors taxe à hauteur de 50% en produits dits durables ou de qualité. Donc, dedans, on retrouve tous les signes officiels de qualité que vous connaissez, hein, les labels rouges, AOP, AOC, IGP et le bio. Voilà. Et donc, il faut qu'on atteigne 50% d'achat de ce type de produits, dont 20% de bio. Donc, les 20% sont déjà atteints. Et donc, oui, on espère bien, notamment avec le nouveau marché qu'on va lancer, de pouvoir, voilà, en 2022, en tout cas, essayer d'atteindre les 50% de bio, ce serait idéal, mais en tout cas, de continuer d'augmenter et de passer encore une nouvelle marche significative en matière de volume d'achat en bio. Ok, merci Solène pour la précision. Les circuits courts sont considérés comme durables du coup. Alors, pas forcément. C'est un petit peu au début, c'est vrai, dans cette loi Egalim, en fait, on avait souvent fait le raccourci lorsqu'il y avait des articles ou des interprétations sur cette loi, comme quoi les produits locaux, et donc courts, faisaient partie de ces produits durables. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, ils sont simplement cités et pas compris dans les 50%, mais ils sont cités comme, en tout cas, type de produit dont on peut s'approvisionner, et notamment lorsqu'il y a des projets alimentaires de territoire qui organisent l'offre, en tout cas la rencontre de l'offre à la demande sur ces produits-là. Mais ils ne sont pas comptés dans les 50%. C'est fortement encouragé, mais ça ne fait pas partie des 50%. Oui, pardon, j'avais coupé mon micro. La troisième question, c'est comment va-t-on construire ces 50%? A-t-on déjà une visibilité? Visibilité en termes de progression d'achat en volume bio, j'imagine? Ou pas forcément? Ou les 50% produits durables et de qualité, c'est durable et bio? Ouais, le durable, c'est pas simple parce que là, le bio, en fait, on l'analyse depuis plusieurs années. Donc, c'est vrai qu'avec nos partenariats avec les fournisseurs du marché actuel, en fait, c'est assez facile de leur demander et on a des lots aussi spécifiquement bio dans notre marché. Donc, ça nous permet assez facilement de faire le suivi de ces produits-là. Mais pour tout ce qui est SICO et autres, l'analyse de facture va nous prendre un temps assez incommensurable. Donc, on est à la recherche d'outils qui nous permettraient de faciliter le suivi de ces chiffres-là. Voilà, ça va être principalement grâce au prochain marché où là, on va augmenter effectivement dans les bordereaux de prix. Bon, là, je rentre dans des choses techniques, mais c'est en gros notre liste de courses dans le cadre du marché, les listes de courses préétablies. Donc, c'est là où la manière de le rédiger et le type de produit qu'on va pouvoir y rentrer en fonction du sourcing et de l'accompagnement que l'on a avec la MAP 29, qu'on va pouvoir normalement augmenter de manière un peu plus importante ces pourcentages. Mais là, le marché est pas encore rédigé. C'est le projet, c'est le but et le projet des prochains mois là. Ok, merci Solène. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dernière intervention. Alors,
Non, non, il n'y a pas de souci, Emmanuel. Merci pour ces précisions. Est-il envisageable du coup de faire du 50% bio? Oui, tout à fait. Si on atteint 50% de bio, nous répondrons totalement aux objectifs de la loi Egalim, si nous les atteignons au 1er janvier 2022. Le bio fait partie effectivement des produits dits comptabilisés dans les 50%. J'espère avoir répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On laisse juste quelques secondes pour voir s'il y a des choses qui apparaissent sur le chat et sinon on va passer Voilà. à la... Pour l'instant, je vois pas. Donc, on va peut-être pouvoir passer à la partie suivante. Nadège, tu reprends la parole? Merci Marie, merci Célène. Alors, donc dans la partie 1 et partie 2, donc, on a pu voir ce qui existait déjà sur la commune et donc, les initiatives de la commune, de la mairie. Donc la question qui peut se poser, c'est bon, c'est très bien, est-ce qu'on est là aujourd'hui pour un petit peu vanter ce qui existe déjà? Donc non, c'est pas forcément le but. Le but, c'est d'aller aussi plus loin, de voir les interrogations, ce que la population voudrait, et donc aller encore plus loin que l'existant. Et de voir si ce projet se rattache aussi à quelle demande. Et donc, pour cela, je vais vous mettre deux petits graphiques donc, issus du questionnaire qui a été diffusé donc, durant l'été 2020. Et les réponses qui ont figuré sont que les 3/4 des personnes qui ont répondu donc à ce questionnaire, donc sur les 250 réponses, il y a eu 3/4 des personnes qui ont sollicité de nouveaux points de vente pour des produits points de vente ou sources de produits bio. Et parmi toutes ces personnes, il y a déjà 14% qui consomment exclusivement des produits biologiques, 50% qui consomment de préférence les produits labellisés, donc bio ou autres produits de qualité, et simplement 11% qui n'achètent pas du tout de produits labellisés. Donc, on voit quand même qu'à Plouguerneau, comme aussi on peut élargir ça aussi à l'échelle nationale, les produits labellisés progressent vraiment énormément. Sur ces dernières années, le taux de consommation de produits biologiques a vraiment explosé. Donc, c'est également une demande des Plouguernéens. Alors, plus spécifiquement, donc il y avait une question sur les produits et plus spécifiquement, 60% ont demandé des fruits ou des légumes ou encore des produits volailles, donc œufs ou volailles. Et un tiers des répondants ont sollicité des produits d'origine animale, donc autres que la volaille, donc lait, porc, produits carnés et autres. Alors, donc ça, c'est la demande, donc la consommation des Plouguernéens et leur demande par rapport aux produits labellisés bio. Il y a eu aussi une question sur, selon vous, comment on pourrait améliorer l'accessibilité des produits locaux et des produits durables sur la commune. Et vous êtes 80% à avoir répondu qu'un magasin de producteurs serait vraiment très efficace, très pertinent. Vous êtes 35% à avoir demandé une meilleure visibilité de l'offre des produits locaux, 32% un marché de produits locaux, aussi une augmentation des produits locaux dans les supermarchés, donc par exemple Intermarché, Carrefour. Vous avez également évoqué la possibilité de créer une plateforme logistique, donc un endroit qui pourrait centraliser les produits locaux et ensuite les livrer soit à domicile ou par exemple au restaurant. Et 27% à avoir suggéré un site internet pour mettre en avant les produits locaux. Donc, ce qu'on a vu un peu au chapitre 1 finalement. Voilà, sinon, on voit qu'il y a aussi des limites dans ces demandes-là, puisque sur le questionnaire, vous étiez aussi plus de 50% à consommer, à acheter du moins, presque exclusivement vos courses à Intermarché. Alors, les courses principales ou alors à compléter vos courses à Intermarché. Donc, comme quoi les grandes surfaces ont quand même leur attrait par rapport à la diversité, à la praticité de ce type de point de vente. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une certaine demande, des freins à l'accessibilité et des pistes de progression possibles.
Alors, c'est pour ça qu'on va réfléchir un peu plus en détail sur ce projet alimentaire territorial et comment on pourrait mettre en œuvre les actions qui permettraient donc de pouvoir répondre à cette demande. Et donc, pour ce chapitre 3, je vais vous présenter quelques éléments de contexte. Alors là, ce chapitre, c'est vraiment le chapitre qui vous invite en fait à vous poser des questions, à réfléchir, à chercher par vous-même. Donc, voilà, c'est une introduction, une amorce à des questions à se poser. Et ce sera ensuite aussi à vous d'approfondir les questions. Alors, comme tout à l'heure, pour la partie 1 et 2, on va commencer par un quiz pour tester un petit peu, voir un petit peu vos connaissances sur le contexte du système alimentaire local. Alors, je vous invite à rejoindre donc, le site Live VoxVote et éventuellement appuyer sur le bouton Reconnect. Donc, pardon, j'espère que vous avez pas vu. Bon. Alors, vous êtes bien sûr le Live VoxVote. Je vais lancer la première question. Donc, je la lance. La question devrait s'afficher pour vous de votre côté. Si jamais elle ne s'affiche pas, donc pensez bien à cliquer sur les boutons Reconnect là, pour rafraîchir la page. Et je vous lis la question. Donc, dans les années 60, la superficie des terres agricoles était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Quel pourcentage de ces terres ont disparu en 50 ans? Alors là, on parle bien de Plouguiarno. On ne parle pas de la France en général, vraiment la superficie des terres agricoles de Plouguiarno. Donc, beaucoup de ces terres ont disparu. Quel pourcentage? Est-ce que c'est réponse A, 1/10 des terres en 50 ans? Réponse B, 1/4 des terres en 50 ans? Réponse C, 1/3 des terres disparues en 50 ans? Ou réponse D, la moitié des terres agricoles disparues en 50 ans? Je vous laisse un petit temps de réflexion. « 10 secondes. Je ne fais pas le décompte. Hein. Bon, alors, je vais stopper la première question. Donc, vous êtes 47% à m'avoir indiqué 1/3 des terres disparues, 36% pensent que la moitié des terres ont disparu et 15% que le quart des terres ont disparu. Alors, je passe à la question 2 et je vous la lance. Donc, la question 2, cette fois-ci, il y aura 8 réponses possibles et plusieurs réponses sont possibles. Donc, cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé de cocher juste une seule case, vous pouvez en cocher plusieurs, le nombre que vous voulez. Alors, la question, quelle production de la commune pourrait couvrir les besoins des Plouguiarnéens? Donc, sur la commune, on a certaines productions. Est-ce que la quantité produite sur la commune permet de nourrir l'ensemble des Plouguiarnéens? Donc, en fruits, réponse A, en fruits. Réponse B, en légumes. Réponse C, oléoprotéagineux. Alors, les oléoprotéagineux, donc les aliments riches en lipides et en protéines, donc par exemple tournesol, colza, pois. Réponse D, les céréales pour la consommation humaine, par exemple pour faire le pain, le blé. Voilà. Réponse E, le lait. Réponse F, le porc. Réponse G, la viande bovine. Et réponse H, les produits biologiques certifiés AB. Voilà, donc, quelle catégorie de produits produit-on suffisamment sur la commune pour pouvoir nourrir l'ensemble des habitants? Bien.
Donc, je vais arrêter la question. Alors, vous êtes une majorité donc, à penser au lait, aux légumes et à 70% au porc. Et ensuite, beaucoup moins pour la viande bovine, les produits biologiques, les céréales, les oléoprotéagineux et les fruits. Alors, on verra la réponse tout à l'heure. Et donc, on va passer à la dernière question de ce quiz. Réponse, la question 10, donc dernière question. Je vous la lance. Alors, je vous lis la question. Even est une coopérative implantée dans le Finistère qui se charge de la collecte et de la commercialisation du lait. Selon vous, quel pourcentage du chiffre d'affaires de la coopérative est réalisé à l'étranger? Donc, Even collecte le lait des producteurs du Finistère. Elle le collecte, elle le transforme, elle le commercialise. Et elle commercialise une partie donc, à l'extérieur de la France. Et selon vous, quel pourcentage du chiffre d'affaires de la coopérative est réalisé en dehors de la France? Est-ce que c'est un quart du chiffre d'affaires? Réponse A. Un tiers du chiffre d'affaires? Réponse B. La moitié du chiffre d'affaires? Réponse C. Ou plus de la moitié, plus de 50% du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger pour la réponse D. C'est la dernière question. Après, on pourra accéder au podium à la fin de la restitution. Question ultime. Alors, je vais stopper la question. Et donc, vous êtes 31% à avoir pensé que la moitié du chiffre d'affaires était réalisé à l'étranger. Et encore 30% à penser que plus de la moitié du chiffre d'affaires était réalisé à l'étranger. Donc, une très, très, très grande part du chiffre d'affaires serait à l'étranger. On va passer aux réponses et à l'explication des réponses. Alors, pour la première question, donc la superficie des terres agricoles qui ont disparu en 50 ans. Et donc, pour ça, vous êtes une majorité à avoir trouvé la bonne réponse. Donc, un tiers des terres agricoles qui ont disparu. Alors, je vais vous montrer des petits schémas pour vous expliquer un peu plus. Donc, un tiers des terres agricoles disparues, ça signifie à peu près, donc, en moyenne, que 20 hectares par an de terres disparaissent. Donc, depuis 50 ans. Donc, vous imaginez, tous les 50 ans, tous les ans, pardon, depuis 50 ans, 20 hectares en moins. Et sur les petits graphiques, on voit une des raisons. Donc, on voit la croissance démographique qui s'est accompagnée de l'urbanisation. Pour le premier schéma, la première carte, vous avez les habitations qui étaient à Plouguerneau en 1982. Sur le deuxième schéma, c'est l'année 2002 et le troisième, l'année 2012. Donc, on voit que d'année en année, l'urbanisme s'étend et donc grignote forcément sur les terres agricoles. Ce qui s'est aussi accompagné d'une grande disparition du nombre d'exploitations agricoles. Donc, environ 90% des exploitations agricoles ont disparu en 50 ans. Alors, plusieurs raisons. Déjà, il y a moins d'agriculteurs en France aujourd'hui. Et il y a également une augmentation des exploitations. Donc, une production supérieure par agriculteur qui compense, on va dire, qui compense pas vraiment, mais qui est due au faible revenu, donc au coût de la production et aux faibles ventes derrière. Donc, un agrandissement pour pouvoir assurer ses revenus et aussi parfois pour s'associer avec d'autres personnes et donc ne pas être seul sur l'exploitation.
Et il y a également un troisième chiffre, donc 40% des chefs d'exploitation de la commune ont plus de 55 ans. Ça, c'était en 2017. Si on prend la France entière, le chiffre est encore plus important, c'est la moitié des exploitants qui ont plus de 5 ans. Donc, il y a réellement une question sur l'avenir de l'agriculture et qui seront les repreneurs des exploitations, qui pourra permettre plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, qui pourra nourrir la France et comment. C'est un grand enjeu actuellement, à Plouguerneau comme ailleurs en France. Donc là, je vous ai cité quelques chiffres qui ciblent vraiment le côté agriculture. Mais le projet alimentaire territorial ne se limite pas à l'agriculture. Comme Marie vous l'a expliqué tout à l'heure, donc il y a de multiples domaines. Là, je vous ai remis le triptyque social et économique environnement que je pense que vous avez déjà vu quelque part, donc je ne vais pas vous réexpliquer ce schéma, mais pour bien le garder en tête, puisqu'en fait, à chaque fois qu'une possibilité, une action est mise en place, finalement, ça peut être bénéfique pour l'un, mais pas pour l'autre côté du triptyque, ou ça peut être bénéfique pour l'ensemble, à la fois social, à la fois économique et à la fois environnemental. C'est vraiment des questions à se poser. Donc, quand on pense, par exemple, au tourisme, à l'urbanisation, forcément, un côté positif, par exemple, pour les commerces, l'attractivité de la ville, et peut-être un côté moins positif pour certains côtés. Donc, vraiment, essayer de prendre le maximum de choses en compte. Donc, il y a eu l'histoire des talus également, sur l'impact sur la biodiversité, le fait que l'élevage, alors, il y a du plus, il y a du moins. Si dans certaines zones, le fait de supprimer l'élevage entraîne la fermeture des milieux, donc c'est-à-dire que la prairie laisse place à une forêt, et donc une biodiversité aussi qui est impactée par ça. Et de l'autre côté, dans le Finistère, donc on a aussi un problème avec la concentration des élevages, des problèmes par exemple avec les algues vertes, avec aussi concentration tout simplement des élevages qui ont aussi des répercussions. Donc c'est vraiment assez complexe en fait, puisque chaque action entraîne des répercussions sur plusieurs domaines, et donc essayer d'analyser le maximum de domaines et de considérer l'ensemble des enjeux social, économique et environnemental. Donc voilà pour première source de réflexion. Donc je vais passer à la deuxième question, donc la production de la commune. Quelle production pourrait couvrir les besoins des Plouguernéens? Alors, les légumes pourraient fournir à l'ensemble des Plouguernéens, pardon, je répète. Donc, les producteurs pourraient fournir assez de légumes à l'ensemble des Plouguernéens pour les nourrir, pourraient également fournir assez de lait, de porc et de viande bovine. Par contre, les fruits il n'y a pas assez de fruits pour nourrir les habitants, pas assez d'oléoprotéagineux et pas assez de céréales pour la consommation humaine. Alors, pour entrer plus en détail sur exactement ce qui est produit ou non sur la commune et les besoins, alors, on voit bien que pour ce qui est des légumes, donc on a sur la commune une diversité, donc entre le maraîchage, les grandes surfaces légumières de choux par exemple, et serres de tomates, de fraises, il y a vraiment un choix, que ce soit en conventionnel ou en biologique, qui permet de nourrir les habitants en son intégralité. Pour ce qui concerne le porc et le lait, donc suffisamment également de production. Là, ce qui sera déficitaire, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, les oléoprotéagineux, qui permettent de nourrir les vaches, par exemple. Donc, on pense au soja, on pense aux concentrés, aux aliments riches en protéines, qui permettent également de nourrir les animaux et qui sont déficitaires sur la commune. Et là, je vous ai rajouté un petit clin d'œil sur les produits de la mer, puisque ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, il faut quand même qu'on les remette sur le devant. Donc, Plouguerneau a quand même la chance d'avoir des produits de la mer suffisamment variés et importants pour nourrir aussi l'ensemble des habitants. Donc là, les chiffres, c'est des ordres de grandeur. Voilà, qui sont issus, par exemple, du recensement agricole de 2010, donc pas forcément actualisés en fonction des sources de données, mais qui permettent quand même de s'imaginer les produits déficitaires et les produits excédentaires.
Donc, une seule exploitation de Plouguerneau peut fournir assez de porc à l'ensemble de ses habitants. Alors, on voit bien qu'en fait, la commercialisation pour ces exploitations en circuit court devient impossible en intégralité, puisque la production est beaucoup trop importante pour pouvoir être écoulée entièrement en local. Alors, là, je vous ai parlé de la quantité. Il y a aussi une question sur la qualité. Et donc, ce n'est pas simplement savoir si à Plouguerneau on produit assez, mais de savoir ce qu'on veut réellement manger en termes de qualité, donc ce qui revient à la souveraineté alimentaire que vous expliquiez tout à l'heure, Marie. Donc, est-ce qu'on veut pouvoir avoir accès à des produits exotiques, à du café, à des fruits exotiques toute l'année, tout le temps? Est-ce qu'on veut avoir accès à du saumon et du cabillaud, puisque c'est pour nous facile à cuisiner, puisqu'on sait cuisiner ça, et qu'on ne veut pas forcément s'embêter avec du turbo et du poisson local. Voilà. Le poisson local pourrait nous nourrir, mais est-ce que voilà, on fait la démarche de s'approvisionner en poisson local et non en poisson produit en dehors de la France? Est-ce qu'on choisit des produits surgelés ou des produits tout préparés ou alors des produits frais? Est-ce qu'on veut aussi des tomates en hiver? Est-ce qu'on préfère du produit français ou du produit labellisé bio ou du label rouge ou du commerce équitable Fairtrade? Nature et Progrès, c'est aussi un label qui certifie donc, un cahier des charges accès environnemental, mais pas seulement. Donc voilà, quel produit on veut. C'est donc aussi une des questions qui doit se poser donc, pour le projet alimentaire territorial, savoir où on souhaite aller. Et là, j'ai fait un zoom ensuite sur les produits biologiques, puisque c'est ce qui est, disons, un peu plus mis en avant en France. Il y a plein de labels. Pour le label environnemental, disons que le produit AB biologique donc, est plus mis en avant que les autres labels comme Nature et Progrès. Alors, pour ce label biologique, est-ce qu'on a assez de production à Plouguerneau ou pas? Et donc, pour ça, je me suis un peu plus penchée sur les contours de Plouguerneau, donc sur le pays de Brest, parce que si on cible trop, la commune, forcément, ne va pas forcément se trouver. Donc, j'ai élargi un petit peu sur le pays de Brest. Alors, on constate qu'il y a également beaucoup d'exploitations légumières et bovines. Donc, sur les 207 exploitations bio du pays de Brest, on trouve 36 exploitations en bovin lait bio et 82 exploitations en légumes bio. La demande en légumes et en produits laitiers des habitants du pays de Brest pourrait être comblée par la production locale, en fait. Donc, c'est vraiment en fonction du type de production. Là encore, voilà, certaines catégories comme le lait et les légumes répondent aux besoins, alors que de l'autre côté, les fruits sont vraiment très déficitaires et le porc biologique, autant le porc conventionnel, on peut en trouver, le porc biologique, il y a simplement 61 truies sur la commune et il en faudrait beaucoup plus, donc 4 fois plus, pour pouvoir nourrir le pays de Brest. Voilà, donc tout dépend Nadège, il s'agit du pays de Brest. 61 truies, c'est à l'échelle du pays de Brest. Oui, pardon, pays de Brest. Je me suis... D'accord. Ouais. D'accord. Oui, là, tout ce que je viens de vous dire sur cette diapo-là, c'est bien le pays de Brest. D'accord. J'ai dit la commune, mais on reste sur le pays de Brest. Voilà, donc la Bretagne est grande productrice de lait bio, puisque, par exemple, 60% du beurre bio de France est produit en Bretagne. Voilà, donc on voit bien que sur certains produits, voilà, les produits ne manquent pas. Donc la question, c'est de savoir pourquoi, si on a des produits bio dans le pays de Brest, pourquoi on n'en trouve pas forcément dans notre petite épicerie du coin, pourquoi on a un peu de mal à en trouver. Alors, pour ça, on passe à la dernière question. Donc, sur Nadège, il y a une question. Emmanuel voudrait savoir ce que veut dire PPAM. Alors, c'est plante aromatique et médicinale.
Donc, c'est par exemple les herbes aromatiques, ça peut être la menthe, le basilic, la camomille, voilà, toutes les petites herbes comme ça qu'on trouve en fait sur de petites surfaces. Alors tout à l'heure, je vous avais montré le site Florinum, donc qui proposait des hydrolats et donc qui est une production justement PPAM. Voilà. Merci Nadège. Pas de souci. Voilà. Et Cathy précise dans le chat, effectivement, plante à parfum aromatique et médicinal. Voilà. Merci. Et donc, je vous disais que la production était là pour le lait, par exemple, mais pourquoi il est difficile peut-être d'en trouver en circuit court. Donc maintenant, je vais passer à la dernière question donc, sur la coopérative Even, qui est un acteur du système alimentaire, et il y en a d'autres. Je vais vous expliquer plus en détail ça. Donc, pour revenir à la question, 33% du chiffre d'affaires de la coopérative est réalisé à l'étranger. Alors là, vous étiez à 50 ou plus de 50%. Bon, finalement, vous pensiez qu'il y avait plus d'exports que la réalité. 33% reste quand même assez important pour une coopérative régionale, une coopérative du Finistère. Et donc, je vais vous expliquer plus en détail ces acteurs du système alimentaire. Alors, pour ça, je vous ai fait un schéma d'une filière. Donc, je vais prendre l'exemple du lait pour que ce soit plus parlant, mais toutes les filières ont plus ou moins ces acteurs. Et donc, je vais vous expliquer ce schéma qui a l'air compliqué en commençant tout en haut du schéma. Alors, je vais prendre peut-être un pointeur pour… Voilà, je vais suivre avec vous avec le petit pointeur rouge. Et donc, je vais vous expliquer ce schéma du début à la fin. Alors, nous avons donc ici les producteurs de la commune, par exemple, producteurs laitiers. Ces producteurs ont besoin d'avoir accès à des services. Donc, par exemple, les services vétérinaires, l'alimentation pour leurs animaux, aussi la génétique, la recherche, tout un tas de services qui peuvent être proposés soit par des organismes spécifiques ou alors les coopératives qui peuvent également fournir ces services. Les producteurs, ensuite, ont plusieurs possibilités pour commercialiser leurs produits. Alors, je vais commencer par le circuit là qui est représenté au centre, qui est, disons, le circuit qui existait fortement dans les années 50, par exemple, 60, et qui a laissé place à d'autres circuits. Donc, on va commencer par ce circuit. Les producteurs avant commercialisaient surtout à des transformateurs privés, donc par exemple la CIL qui transforme le lait. Les transformateurs ensuite peuvent vendre leurs produits à des grossistes, donc les grossistes qui vont collecter sur un même endroit donc plusieurs produits et vont pouvoir les vendre donc en grande quantité, par exemple aux commerçants. Donc, commerçants, ça peut être des épiceries, ça peut être des restaurants, ça peut être les boulangeries, ça peut être aussi la restauration scolaire. Et donc voilà, ça fait plusieurs intermédiaires. Et donc ensuite, ces commerçants qui vont vendre aux consommateurs. Donc là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'intermédiaires. Là, j'ai mis des flèches comme ça. J'aurais pu encore rajouter des flèches, encore rajouter des grossistes et d'autres acteurs. C'est pour essayer de faire aussi au plus simple. Donc, on voit que ce circuit-là demande beaucoup d'acteurs. Et d'un côté et de l'autre, nous avons les coopératives et la grande distribution qui ont joué le rôle de plusieurs acteurs. Alors, j'ai mis un petit peu le terme sur le côté, le terme verticalisation. La coopérative, donc, va être déjà intégrée aux producteurs, puisque les producteurs sont adhérents à la coopérative. La coopérative peut collecter et transformer le lait, donc par exemple Even. La coopérative a également des plateformes, donc par exemple Sauver Frais, donc par exemple la cuisine centrale de Plouguerneau peut se fournir en produits laitiers via Sauver Frais, qui est donc un grossiste. Et ce grossiste appartient toujours à la coopérative. Donc, ça a un nom différent, mais en fait, c'est plusieurs filiales, mais le grand groupe reste la coopérative, reste Even. Tout à la fin, on peut aussi trouver des détaillantes au niveau des coopératives. Donc, si je prends par exemple la coopérative Coperle,
c'est une coopérative qui a mis en place des magasins de producteurs sur plusieurs sites et qui commercialise directement, donc par exemple à l'emballe, des produits pour la coopère, donc c'est du porc. Donc ces coopératives en fait jouent le rôle de tous les acteurs, du producteur au consommateur. De l'autre côté, on a la grande distribution qui, par exemple, on peut prendre l'exemple d'Intermarché qui également a fait joue le rôle de plusieurs anciens acteurs, donc a centralisé plusieurs fonctions. La grande distribution qui possède par exemple des abattoirs, qui réalisent la transformation, qui ensuite commercialisent donc Intermarché et vendent directement aux consommateurs. Voilà, il y a vraiment du coup un mélange d'acteurs. Alors là, le but, c'est pas de dire qui est le meilleur, qui est le moins bon, qui est-ce qu'on doit prendre en compte ou pas, simplement de voir qu'en fait, il y a une multitude d'acteurs qui coexistent et qui permettent en fait aux consommateurs finalement d'avoir accès à tout un ensemble de produits. Donc, plus il y a d'acteurs et plus le consommateur va avoir accès à ces produits. Sur le côté, donc quand même, ce qui semble un peu plus évident pour les projets alimentaires territoriaux, donc ce sont les circuits alternatifs. Par exemple, les producteurs qui vont transformer à la ferme et qui vont vendre au direct aux consommateurs. Et c'est vrai que quand on pense circuits courts, produits locaux ou produits durables, on pense beaucoup aux circuits alternatifs. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu comment fonctionnait un petit peu le système. Après, ça reste schématique et pour donner des idées. Alors, la question qui va se poser, du coup, c'est de connaître ces acteurs et de savoir quel est leur but. Donc, est-ce qu'on peut travailler dans le cadre du projet alimentaire avec tous ces acteurs? Est-ce qu'on peut travailler seulement avec quelques-uns, lesquels vont pouvoir répondre à cette vision du projet alimentaire, à ces enjeux, à la vision que vous allez porter, voilà, aux valeurs, disons, de ce projet. Donc là, ça va être une question à choisir ensemble également, savoir quel acteur peut ou non intervenir. Et si ces acteurs peuvent intervenir, quels vont être leurs besoins pour pouvoir développer les circuits courts et locaux. Voilà, donc là, je ne vous ai pas expliqué, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la Even, donc, qui est également un grossiste pour les restaurants et pour la cuisine centrale, donc via Sauvé Frais et A2S, et Even qui possède également des grandes marques type Maminova et Paysans Bretons qu'on peut retrouver sur la France et qu'on peut retrouver en dehors de la France. Voilà, donc Maminova qui n'est pas forcément du coup local puisqu'on peut trouver du Maminova un peu partout. Voilà, donc c'est assez, on voit bien qu'il y a beaucoup d'acteurs et que c'est assez complexe. C'est pas parce que là je vous ai présenté Even, donc une coopérative, que toutes les coopératives sont comme ça, avec de l'export, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de filiales. Certaines coopératives en fait sont possèdent peu d'adhérents, une dizaine de producteurs par exemple, et commercialisent uniquement en circuit court. Donc c'est pas parce qu'on s'appelle coopérative qu'on est gros ou qu'on ne peut pas faire partie d'un projet alimentaire. Voilà. Donc, voilà, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de choses à prendre en compte. Et je vous ai simplement montré un exemple. Donc, le champ est encore à élargir. Donc, j'espère que ça a été suffisamment clair. Peut-être que vous avez des questions sur ce contexte, sur ces questions, justement, que je vous ai posées. Des remarques? Oui, j'ai une question de la part de Maïwen. Qui voudrait savoir quel est le pourcentage des productions locales à Plouguerneau en porc, bovins, légumes et lait réellement consommés par les Plouguernéens. D'accord. Alors, en porc, donc il n'y a pas de vente directe. Donc, tout est commercialisé via les coopératives et des circuits longs. Ça ne veut pas dire que le porc ne va pas revenir à Plouguerneau, mais en passant par de multiples intermédiaires et de multiples circuits, de multiples kilomètres. On peut partir du principe que voilà, 0% de porc, 0% de produits bovins et alors si je reprends la liste, donc on va dire porc et produits bovins sont commercialisés. Il y a toujours les producteurs qui consomment leur propre production ou qui peuvent éventuellement vendre à leurs voisins de façon un peu informelle. Donc il y a quand même
des petites ventes comme ça. Donc, à Plouguerneau, pas de porc. Donc, Pinoir peut commercialiser les produits laitiers et leurs vaches quand elles arrivent à la retraite. Moi, je de réforme. Le pourcentage est très petit, donc il me semblait que c'était 3% de la consommation, en sachant que d'autres consommateurs achètent à Pinoir sans être des Plouguernéens. Donc, finalement, Pinoir pourrait répondre à 3% des demandes, mais comme il y a de la commercialisation en dehors de Plouguerneau, ce pourcentage est encore plus faible. En ce qui concerne les fruits et légumes, Plouguerneau pourrait fournir la commune grâce à ces circuits courts, mais de la même façon. Donc, si je prends l'exemple du vieux potager, le vieux potager fait beaucoup de marchés à l'extérieur et finalement, la grande majorité des produits plouguernéens en fait, sont consommés, vendus à l'extérieur de Plouguerneau. Ce qui fait que je n'ai pas le chiffre consommé à Plouguerneau, mais ça reste minoritaire. Il n'y a pas vraiment à Plouguerneau, à part les quelques ventes directes que Nadège a évoquées en début, là, il n'y a pas vraiment d'offres, même en circuit court. Je ne sais pas, un qui serait en contrat avec un éleveur de vaches du coin et qui transforme la viande. Il n'y a même pas ça, en fait. Il faut très vite sortir de Plouguerneau, aller à l'épicerie à Plouvien. Il y a l'association Commandour à la milice aussi qui fait un peu ça, mais à Plouguerneau, en fait, il n'y a pas vraiment de produits locaux. Alors, un petit peu dans les supermarchés, avec des choses un peu transformées, agroalimentaires, de petites entreprises locales, mais voilà. C'est effectivement la grosse majorité en fait de ce qui est produit à Plouguerneau rentre dans des filières longues en fait, que ce soit export ou dire hors région ou hors France. Enfin, voilà, c'est globalement ce qui est produit à Plouguerneau n'est pas vraiment nourricier pour la population de Plouguerneau. C'est un petit peu le constat global qu'on fait en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Qui dit le circuit court n'est pas un alternatif, mais un circuit direct, premier circuit de vente. Une précision, du coup. Effectivement, le circuit, on va dire, le plus direct, le premier circuit de vente, mais en tout cas, il est extrêmement minoritaire sur la commune. En fait, Plouguerneau, on le voit à travers le diagnostic de Nadège, est vraiment représentatif de ce qu'a été le modèle agricole breton développé dans les années 60, où on a tout misé sur l'agriculture intensive, où la Bretagne a eu comme rôle de nourrir, en tout cas en partie, la France et aussi de partir à l'export. Et du coup, on en arrive parfois à l'absurdité qu'un habitant peut avoir du lait produit à côté de sa maison sans pouvoir en boire une goutte, quoi. Donc, on a eu l'exemple de la tomate à la cuisine centrale, hein, où effectivement, il y a quelques temps de cela, quelques années, de 3 ans, je pense, David s'était dit, mais pourquoi pas acheter des tomates au cériste de Plouguerneau? Et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ils sont engagés dans le cadre d'une coopérative et donc la totalité de la production est et doit être réservée à la coopérative. Donc, si on veut des tomates produites à Plouguerneau, il faut qu'elles passent dans un circuit d'au moins 2 ou 3 intermédiaires avant éventuellement peut-être de revenir à Plouguerneau et évidemment en ayant fait un certain nombre de kilomètres. Et pour ce qui est juste de chiffres aussi que je trouvais intéressant, on parlait de production bio. En gros, en termes de surface agricole utile au niveau régional, en gros, il y a 8,5% environ de surface de SAU en bio. Si on descend à l'échelle de la CCPA, donc de la communauté de communes du Pays des Abers, on tombe à 2,5%. Et si on réduit le zoom, enfin on agrandit le zoom sur Plouguerneau, on tombe en dessous des 1%. Donc c'est quand même aussi assez édifiant. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur ces questions-là ou poser des questions? Alors, il y a Nadine qui pose une question sur le chat.
et qui doit revenir, je suppose, donc au schéma de la filière. Nadège, si tu peux remettre la diapo avant, et qui pose la question de savoir quelle est cette flèche entre les services producteurs et producteurs passant par les coopératives. Alors, Producteur. La grande flèche, celle-ci, la grande flèche ici, je suppose. quelle est cette flèche entre les La services grande et la producteurs? petite, il y en a deux. En fait, c'est les services aux producteurs, c'est ça? Et les producteurs, vas-y Nadine, je te laisse la parole, hein. Alors, on a tout en haut les services aux producteurs. Ensuite, on a une petite flèche en fait qui est à gauche qui descend vers les producteurs, puis une grosse flèche avec marqué coopérative qui descend vers les producteurs. Alors, pourquoi il y en a deux et c'est quoi la différence? Alors, oui, j'en ai mis deux voilà, pour figurer qu'il y a des services qui sont offerts par les coopératives aux producteurs. Donc, par exemple, l'alimentation animale qui peut passer par les coopératives ou d'autres services. Et l'alimentation animale n'est pas forcément achetée aux coopératives, ça peut être compris dans le contrat, mais ça peut également être un privé. Et bon, là, je l'ai mis en plus petit parce que visiblement, les coopératives jouent à Plouguerneau un grand rôle, que ce soit au niveau de l'amont que de l'aval. Après, j'ai pas vraiment de chiffres, quoi. C'était pour figurer. C'est vrai que j'aurais pu mettre deux tailles égales. Bon, là, j'ai fait une petite, une grande flèche. Donc voilà, la petite flèche donc, qui correspond à des fournisseurs de services autres et la grande fournisseur de services via les coopératives. D'accord. Alors, petit bémol sur ton schéma, tu mets en priorité les services aux producteurs. Tu aurais dû mettre en premier les producteurs, faire une double flèche entre les coopératives et les producteurs. Là, on aurait compris que les coopératives, comme tu viens de dire, offrent, je mets entre guillemets le mot offre, des services, parce qu'en fait, les services, ce sont des échanges et ils sont payants. Et rajouter à côté d'autres services producteurs, comme d'autres producteurs ou, je ne sais pas moi, des services d'hygiène ou autres qui sont à part. Tu aurais dû les mettre à part, en fait. Parce que là, on a l'impression que ce sont les services aux producteurs qui sont prioritaires. Ok, merci. Désolée hein, pour la précision. C'est juste que pour moi, il n'est pas correct comme ça, ce schéma-là, c'est tout. Désolée. Hein. Si tu penses ça, c'est certainement pas la seule, donc c'est très bien de relever. Voilà. Merci. C'est vrai qu'on avait compris, en fait, en termes de chaîne, en fait, aussi, on partait effectivement du plus en amont au plus en aval, quoi. Donc, le service au producteur étant souvent, effectivement, en amont de la partie résultat production, quoi. Je pense que le positionnement, il était plus en termes de cheminement logique au niveau de la filière, mais voilà, les deux choses s'entendent tout à fait. Hein. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur cette partie-là? Apparemment pas. Je vérifie. C'est la partie frein et levier. Hein. Ouais, on va partir sur la partie frein et levier, tout à fait. Cette partie 4 va reprendre les avis des différents acteurs en ciblant plus spécifiquement les commerçants, les agriculteurs et les consommateurs. Donc, s'il y a des acteurs agriculteurs ou commerçants dans la salle, mais dans l'écran, vous êtes invités à prendre la parole. Alors, je vais commencer par les acteurs économiques, donc les restaurateurs, les commerçants, boulangerie, petits commerces de souvenirs qui vendraient également de l'alimentaire. Voilà. Peut-être que si certains sont là, peut-être que vous voulez déjà prendre la parole, puisque je pense que c'est plus important de vous écouter vous que de m'écouter moi. Donc, si certains commerçants veulent exprimer leur point de vue, n'hésitez pas à lever le doigt. Peut-être que le temps que vous réfléchissiez, je vais commencer à introduire un petit peu les retours qu'on m'a fait. Mais voilà, commencez déjà donc à appuyer donc sur la main. Donc c'était hand raise, si je ne me trompe pas. Voilà, cliquez sur hand raise pour signaler votre présence. Ou via le chat aussi, c'est plus simple. Voilà, un petit message sur le chat pour signaler que vous êtes là, que vous aimeriez prendre la parole et exprimer un petit peu votre activité, ce qui vous freine à acheter des produits locaux et ce qui pourrait vous permettre de développer cet approvisionnement. Alors, de mon côté, donc j'ai vu une quinzaine de commerçants
Et le retour qu'on m'en a fait, j'espère ne pas me tromper sur la restitution de leur dire, donc le retour par rapport aux freins rencontrés, c'était un manque de temps pour démarcher. Donc par exemple, des grandes surfaces, donc Intermarché, Carrefour, qui pourraient tout à fait vendre des produits locaux, mais qui n'ont pas comme activité d'aller chercher les producteurs locaux. Donc ils vendent ce qu'eux ont déjà sur leur base de données et ne vont pas chercher d'autres fournisseurs. Ça marche aussi pour autre chose, hein, ça marche aussi pour les boulangeries. Les épiceries prennent ce temps-là, mais ça leur prend aussi beaucoup de temps et ils n'ont pas forcément vu tout le catalogue des producteurs locaux. Donc, un petit peu ce besoin d'avoir un endroit où trouver les produits locaux et aussi des producteurs qui cherchent aussi à commercialiser leurs produits via les commerces. Un problème de logistique en deuxième point. Donc, pour être livré à une heure précise et selon des normes sanitaires précises, donc par exemple pour la viande, comme on a du lait, on a également de la viande bovine, forcément. La vache, elle produit du lait, mais c'est également ce qu'on retrouve après en viande bovine. Donc là, le problème, ce sera vraiment la logistique pour emmener la bête à l'abattoir et ensuite ramener la bête découpée, donc de l'abattoir, morceau de viande de l'abattoir au commerce. Et le troisième point, le manque d'offres sur le territoire. Donc ça, on en a déjà bien parlé juste avant. Le fait que les produits, par exemple, biologiques, fruits, ou alors on parlait des fruits, on parlait aussi des... C'était quoi le deuxième? Il y avait... Donc, le lait, les légumes, c'était bon, mais c'était surtout les fruits qui étaient manquants et puis les produits transformés en vente directe qui étaient manquants et donc un problème pour les commercialiser directement. Et les porcs bio aussi, voilà. Donc, un manque d'œufs pour que les commerces puissent les utiliser. Alors, je ne sais pas si des commerçants veulent prendre la parole pour un peu plus préciser. Je ne suis pas sûre qu'on en est dans la salle. Tu peux toujours présenter la prochaine diapositive et si ça fait réagir des personnes, on verra. D'accord. Alors, j'ai simplement réécrit mot pour mot. Je ne me souvenais pas mot pour mot de ce qu'on m'avait dit, mais j'ai essayé de retranscrire mot pour mot ce que des acteurs ont pu me dire, donc je voulais lire. Voilà, donc ce ne sont pas mes mots, hein, j'ai repris ça. Premier acteur qui réagit, il n'y a qu'à la télé où l'on voit les chefs faire le marché. En réalité, les restaurateurs n'ont pas le temps d'aller à droite à gauche. Ils doivent se faire livrer et sans casser la chaîne du froid. Premier commentaire. Deuxième commentaire, j'achète presque tous mes produits à proximité, mais parfois je me fais livrer de plus loin car je ne trouve pas le produit de la qualité que je veux dans les environs. Deuxième commentaire. Et le dernier commentaire, le local c'est super, mais c'est pas régulier. Il y a parfois du mauvais temps et la pousse des légumes est retardée, le restaurant ne peut pas se permettre ça. Si j'ai besoin de 15 kilos d'haricots, je dois être sûre de les recevoir à temps, le jour même, donc pour faire les repas du jour. Donc voilà, c'est des retours que j'ai vus des commerçants. Et en fait, bon, là, j'ai mis donc les freins qui ont été signalés, mais de l'autre côté, on peut voir les leviers. Voilà, quand on parle du fait de ne pas trouver de produits de qualité à proximité, c'est peut-être qu'il y a un besoin d'installation ou peut-être un besoin de nouveaux points de vente de produits locaux, par exemple. Si les producteurs n'ont pas le temps d'aller, les commerçants, pardon, si les commerçants n'ont pas le temps d'aller à droite, à gauche, c'est peut-être qu'une plateforme qui regroupe tout au même endroit et livre serait intéressant. Si les commerçants ne trouvent pas les produits, peut-être qu'un catalogue, des foires, des marchés qui permettent de rencontrer les personnes sont peut-être aussi intéressants. Voilà, donc il y a des pistes à creuser pour chacun de ces commentaires. Alors, s'il n'y a plus de retour commerçant, je passe aux agriculteurs. Oui, tu continues, Nadège, et puis peut-être que si ça fait réagir ou ça fait penser à des choses, les participants pourront écrire un petit mot dans le chat, ou de toute manière, on aura un petit temps de discussion après cette partie-là. Donc, tu peux continuer à dérouler du coup.
D'accord. Donc, pour les agriculteurs, donc pareil, s'il y a des agriculteurs dans la salle, vous êtes aussi invités à prendre la parole. Et donc, pour les freins qui ont été soulevés par les agriculteurs, une production beaucoup trop importante pour vendre en circuit court, quand on voit qu'une seule exploitation peut produire assez de porc pour tous les habitants de la commune, on voit bien que finalement, vendre toute la production en circuit court, ça devient compliqué. Pour ceux qui pourraient réfléchir à vendre, à faire du bio par exemple, ou à vendre en direct, il y a des questions qui se posent sur le fait de valoriser ou non certains morceaux, certains produits. Donc on parlait tout à l'heure des poissons locaux qui sont parfois délaissés au profit du saumon et du cabillaud. C'est la même chose pour la viande, hein. Sur le porc, on va peut-être manger du jambon beaucoup et puis pas manger les oreilles ou les pieds de cochon. Donc, s'il y a un animal qui est vendu en direct, toutes les parties doivent être consommées, quelle que soit la partie. Un manque de temps, de compétences, d'envie pour la commercialisation. Les producteurs donc, voilà, ont eu l'envie, en s'installant, d'être producteurs. Un commerçant, c'est un autre métier, c'est d'autres compétences, c'est un temps supplémentaire, la discussion, c'est vraiment totalement différent. Donc, on peut tout à fait comprendre qu'une personne n'ait pas envie de commercialiser en circuit court. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, voilà, on n'est pas non plus là pour dire aux producteurs de faire du bio ou du direct s'ils n'en ont pas envie. Et donc, le dernier point, une logistique importante pour l'animal. Donc, c'est ce que je vous disais aussi du côté des commerçants. C'est que les producteurs de Plouguerneau pourraient tout à fait vendre de la viande bovine ou du porc, mais dans ce cas, il faudrait toute une logistique. Donc, trouver un camion adéquat, trouver peut-être des personnes, des bouchers qui puissent découper la viande, donc des intermédiaires. Donc là, il manquerait plutôt un intermédiaire pour pouvoir faire le lien, finalement, pour l'animal, ce qui est beaucoup plus facile, finalement, quand c'est des légumes. Du maraîchage, puisqu'il y a cette partie de transformation en moins. Voilà. Alors... Juste un petit commentaire là, donc Emmanuel, hein, qui nous apporte un témoignage de légumier. On vous dit une journée et demie par semaine pour conditionner, livrer et se bagarrer sur le prix d'achat d'une faible partie de ma production. Un jour et demi de travail perdu lorsqu'on est en pleine production, ou alors il faut salarier une personne pour le faire. Bref, le circuit court, c'est compliqué. Merci. Donc, merci pour ce retour. Ben oui, effectivement, on voit bien qu'il y a la partie effectivement vente en circuit court demande effectivement d'y dédier une partie de son temps, et donc ce temps-là n'est pas dédié à la production, et donc du coup moins de production veut dire que normalement il faudrait pouvoir vendre cette production à meilleur coût pour pouvoir meilleur prix pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est le fameux cycle qu'il faudrait trouver, le niveau d'équilibre qu'il faudrait arriver entre tout ça, effectivement, que les acheteurs soient prêts aussi à payer un prix qui permette justement aux producteurs de se concentrer aussi sur ou de rémunérer une personne pour se concentrer sur toute la partie transformation, commercialisation. Alors, je vais lire les petites phrases que j'ai récoltées à droite à gauche. Donc, entre-temps, si des producteurs veulent intervenir, donc pas de souci, la parole est libre. Alors, quelques petites phrases. Pour l'animal, il faut aller à l'abattoir, faire la découpe. Il y a beaucoup de normes d'hygiène et tout ceci prend beaucoup de temps et d'argent. Et après, il faut vendre. Moi, je suis producteur, pas commerçant. Petite remarque. Deuxième remarque, c'est trop de travail pour rien gagner. Donc, c'est vrai que les circuits courts, ça demande du temps. Donc, après, à voir si économiquement, c'est intéressant. Que faire des pieds, des oreilles de cochon, des abats? Les Français achètent surtout du jambon. Beaucoup de consommateurs demandent du bio, du direct, mais peu feront l'effort d'acheter. Il n'y a qu'à voir le monde à Intermarché. Alors là, on voit un peu la défiance des producteurs qui auraient besoin peut-être de se faire rassurer aussi en termes de débouchés et d'avoir aussi un retour du consommateur, d'avoir vraiment un échange du coup entre les acteurs pour d'un côté que le consommateur se rassure par exemple sur la qualité de ce qu'il achète et sur comment c'est produit par curiosité aussi, savoir pour s'informer, et du côté du producteur, être sûr derrière d'avoir des personnes qui s'investissent aussi pour acheter à prix correct aux producteurs.
Le foncier agricole, c'est le nerf de la guerre. Les terres laissées en frichissé sont mauvaises, trop caillouteuses ou trop petites. Les petites parcelles se sont transmises à différents héritiers et maintenant, il y a énormément de propriétaires dessus. Donc, là, le foncier, j'en ai pas forcément encore parlé, mais pour ce qui concerne l'installation, c'est vraiment le point problématique. Pour, par exemple, les personnes qui se sont installées les plus récemment, le problème, ça a vraiment été de se trouver un foncier intéressant. Donc, c'est-à-dire pas trop morcelé, avec une terre pas trop humide pour pas noyer les légumes. On voit bien le temps qu'il fait en ce moment. Donc, voilà, que ce soit accessible, pas trop caillouteux, voilà, tout ça réuni, et ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les terres de Plouguerneau. Alors, je ne sais pas si certaines personnes veulent intervenir du point de vue des agriculteurs. Je ne suis pas sûre qu'on en est dans la salle non plus. Oui, il y a Marine qui pose une question et qui demande comment est la qualité des terres à Plouguerneau. Donc, je pense que ça fait référence effectivement à la dernière petite phrase que tu as citée sur, a priori, la qualité des friches. Est-ce que tu as eu des informations là-dessus, Nadège? Alors, il y avait une diapo un peu plus loin, justement, qui revenait sur cette question des friches, mais on peut en parler tout de suite. Il y a eu il y a eu un recensement des friches qui a été fait, et donc une carte est disponible sur Internet. Alors, j'avance rapidement peut-être. Voilà. Donc là, vous avez la carte de l'inventaire des friches agricoles. Le problème, c'est qu'on recense uniquement les friches et on ne peut pas savoir la qualité de la terre. Donc vraiment, en fait, ça va être de l'observation, ça va être des connaissances de chacun des habitants de Plouguerneau pour savoir si telle ou telle terre pourrait être utilisable. Là, pour ce qui est du retour des agriculteurs, eux me disent que non, il n'y a pas de terre utilisable, que c'est beaucoup trop humide ou trop dispatché, trop petit. Après, il y a peut-être des terres qui sont un peu cachées. Voilà, les agriculteurs ne connaissent pas non plus toutes les terres de partout. Et puis, je n'ai pas non plus rencontré tout le monde et pas non plus fait toutes les parcelles de Plouguerneau. Donc, il y a certainement des espaces, après à savoir pour quel type de culture, quel type de production. Et donc ça, ce sera un travail qui sera peut-être fait éventuellement dans le cadre du projet alimentaire territorial, donc dans les années qui viennent. Alors, il y a Nadine qui demande la parole. Nadine. Oui, petite précision en fait pour les terres en friche. Alors, il faut savoir que la plupart sont en friche parce que ce sont des propriétaires qui sont décédés et ce sont les enfants qui ont hérité. Et résultat, les enfants n'étant pas sur la commune, ne s'en occupent pas du tout de ces terres-là. Et comme c'était des personnes qui n'étaient pas agriculteurs, ben, il n'y a pas d'agriculteurs du tout sur ces terres-là. Et bon nombre de nos friches sont en fait sur le littoral suite ce sont des anciens terrains en fait qui servaient pour du camping de caravaniers ou autre, qui n'utilisent plus du tout et qui n'ont pas forcément justement les infrastructures comme tout ce qui est eau, électricité pour accueillir justement d'autres caravaniers. Ce qui fait que les agriculteurs ne vont pas vers les terres du littoral. Ce sont des terres qui sont soit inondables, soit trop sableuses pour certaines cultures. Donc, la terre dépend en fait aussi, je veux dire, les cultures dépendent de la terre. Et les terres que l'on a au centre, en fait, qui sont plus vers le Groenec, par exemple, ou plus proche du bourg, ce sont des terres en fait qui sont très bonnes pour les cultures. Alors des cultures, par contre, légumières, comme les choux, les pommes de terre, ou qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi tout ce qui est les artichauts et autres. Sont des terres en fait qui sont plutôt très bonnes en fait, avec une bonne zone justement, une bonne consistance en fait pour la terre arable. Et c'est ça qui intéresse les agriculteurs et non les terres en fait sableuses, puisque on n'a pratiquement plus du tout de producteurs de carottes sur Plouguerneau et producteurs d'endives, on n'en a plus du tout. Donc ce qui fait que tout ça, ce sont des terres qui ont été abandonnées, qui étaient des cultures très utilisées avant, mais qu'on n'utilise plus du tout ici. Merci Nadine. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres retours pour les agriculteurs, je vais passer rapidement aux consommateurs. Donc,
via le retour des questionnaires que j'ai eus, donc les limites à la consommation locale durable, trop de déplacements puisque chaque producteur va vendre à la ferme à des jours différents, à des lieux différents, donc beaucoup de déplacements pour aller d'un endroit à l'autre et pour pouvoir faire son caddie en entier, donc pas de diversité sur un même lieu. Le fait que certains ne connaissent pas forcément tous les producteurs locaux, tout ce qui est proposé, et savoir où les trouver, à quelle heure et quand, et aussi un manque de temps et de compétences. Alors la compétence, ça s'acquiert, mais du moins de confiance et du petit déclic pour pouvoir passer à la cuisine des produits frais et locaux. Voilà. Alors, j'ai ressorti ce graphique donc, du questionnaire sur les réponses, sur les freins. Le premier frein qui a été évoqué, donc les déplacements, 106 réponses sur 224 réponses. Donc presque la moitié des personnes pensent que le déplacement est un frein. 78 réponses, qui est donc à peu près un tiers des personnes qui pensent que les horaires d'ouverture des magasins ne sont pas adaptés à eux. Donc, par exemple, pour les personnes qui vont travailler jusqu'à 19h le vendredi, donc ou le samedi matin, donc pas d'accès à la vente directe à la ferme, et 57 réponses, donc à peu près un quart, qui ont à méconnaissance des lieux. Voilà, alors je vous laisse peut-être un temps de réflexion, ou peut-être, vu l'heure, je vais peut-être finir et je laisse après le temps à tout le monde de discuter. Donc, rapidement, pour conclure et pour donner des pistes de réflexion pour la poursuite de ce pacte. Donc, voilà, quelques axes, en sachant qu'ensuite, comme ce qu'on vous disait tout à l'heure, les axes stratégiques vont être définis donc, collectivement avec vous. Donc, il y aura d'autres ateliers, d'autres discussions, d'autres choses qui vont permettre d'avancer. Là, c'était vraiment une première discussion, première réflexion et présentation du diagnostic. Alors, je vous présente quelques idées, ensuite on verra ce qui sera fait ou non. On vous parlait tout à l'heure des friches agricoles, donc comment installer sur les espaces disponibles, est-ce que les espaces sont intéressants ou non? Nadine vous a un peu explicité ce point. Est-ce que la surface est suffisante? Est-ce que ce serait bien d'installer quelqu'un et donc quel produit? Ou est-ce que ce serait peut-être mieux d'accompagner des nouveaux agriculteurs, des jeunes agriculteurs, par exemple, en mettant en place une ferme-école ou alors en faisant la sensibilisation auprès des enfants, voilà, essayer de trouver de nouvelles vocations. Accompagner de nouveaux circuits, donc, ou alors des nouveaux points de vente. Qui a pas si longtemps que ça, la mairie a aussi pu accompagner l'installation d'épiceries Lilia. Donc, c'est une prérogative qui est possible aussi, donc à voir, à réfléchir. La démarche doit aussi venir des consommateurs. Alors, est-ce que les consommateurs aimeraient mettre en place une boutique tenue par eux, un marché, quelque chose qu'eux-mêmes pourraient mettre en place? Ce qui existe à Plouvien, c'est une boutique de producteurs, mais un atelier précédent a pu mettre en évidence que les producteurs n'allaient certainement pas ont peu de chances, du moins, de se lancer dans cette démarche. Donc, d'autres acteurs peuvent prendre aussi l'initiative. Alors, vente directe, je vous ai mis le veau, puisque là, je reviens donc aux laitiers qui ont des veaux et vaches de réforme qui pourraient très bien être vendus en local si on a toute cette logistique, ces intermédiaires qui permettent de faire le lien. Alors, veille sur les nouvelles offres, donc toujours communiquer sur ce qui existe, sur les nouveautés pour toujours que les consommateurs soient informés et puissent trouver leurs produits sur des lieux. Alors, on a vu tout à l'heure que la commune a déjà lancé pas mal de choses au niveau des écoles. Donc, poursuivre ça, poursuivre l'apprentissage des bonnes pratiques auprès des enfants. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le renouvellement des actifs agricoles passe aussi par la mise en avant du métier, apprendre ce que c'est que le métier, et puis voilà, ne pas le dévaloriser, quoi, le mettre en avant de bonne façon, disons. Et un autre point, la sensibilisation du consommateur. Donc, l'accompagnement à des nouvelles habitudes alimentaires comme ce que fait le défi FAP, la diffusion de l'information via les circuits habituels de la mairie, mais ça peut être aussi autre chose.
Ici, à Plouguerneau, il y a beaucoup de jardinage, donc ça peut aussi se développer. Ce n'est pas forcément des produits locaux qui seront commercialisés. Ça peut très bien être vous, consommateurs, qui produisiez vous-même vos légumes, et dans ce cas, peut-être aussi un accompagnement au jardinage. Voilà, donc là, c'est quelques pistes du côté production, installation, du côté consommation. Alors, je n'ai pas forcément mis en avant la conversion donc, des agriculteurs plouguernéens qui se convertiraient en bio, puisque pour l'instant, ce n'est pas une démarche qui est souhaitée par les acteurs. Donc, voilà, je l'ai pas mis en avant. Il y a des choses qui sont faisables, d'autres non. Voilà, donc, essayer de voir en fonction du diagnostic et des envies de retour ce qui pourrait être mis en place. Alors justement, Nadège, pour rebondir sur ton dernier propos, qui était donc que tu n'avais pas mis en avant pour l'instant la piste conversion des installations, des exploitations déjà existantes. Il y avait une question de Maïwen, je ne sais pas si elle a dû partir ou pas, mais du coup, je pose la question. Elle disait à propos des agriculteurs, elle se posait la question des objectifs justement qu'a la commune de Plouguerneau, ou éventuellement pas, pour encourager à aller vers des circuits courts. Donc là, on n'est pas forcément effectivement sur une reconversion, mais on est en tout cas sur un mode de production, on va dire, plus direct. Et quelle démarche imagine-t-elle, donc la commune, pour pouvoir inciter les agriculteurs à aller vers plus de circuits courts et peut-être réduire la défiance qu'ils semblent avoir? Alors là, c'est peut-être pas une question forcément pour toi, Nadège, mais peut-être Marie. Eh bien, écoute, c'est une très très bonne question, Maïwen, qu'on aurait pu nous-mêmes poser. En fait, c'est très compliqué. Ah. On a perdu le son. Marie, on ne t'entend plus. Pardon, c'est moi, oui. Donc, Marie, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, ton propos? Merci. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais en gros, oui, c'est compliqué parce que on va pas aller les prendre par la main pour leur dire viens, on va t'amener sur le chemin et on va t'aider à faire les choses. Il faut qu'eux-mêmes y croient et soient convaincus par la démarche. Ce qu'on peut faire, nous, c'est du retour d'expérience. Il y a notamment des gens là, autour de Pouvien, des agriculteurs qui sont bougés un peu, là, qui ont créé un magasin, un petit magasin de producteurs avec des consommateurs sur un mode associatif. Mais c'est sûr qu'on n'a pas des milliers de possibilités et pour arriver à les tirer dans le sens où on aimerait qu'ils puissent aller. Sachant qu'il y a aussi des agriculteurs qui sont dans des systèmes qui sont tellement loin d'un système, que ce soit en bio, en circuit court ou autre, que c'est une crise complète de leur métier en fait. Et c'est là où c'est compliqué, et c'est là où pour nous, ça peut être intéressant d'agir sur le foncier à l'échelle de la commune, alors soit par la réhabilitation des friches, soit en faisant de la veille foncière pour créer une régie municipale pour justement être acteur de cette production. Et peut-être que petit à petit, par effet de boule de neige ou de tache d'huile, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais petit à petit, on y arrivera. Mais c'est sûr que ça ne sera pas du jour au lendemain. Comme on le disait tout à l'heure, on s'attelle à 60 ans d'histoire agricole à l'échelle de la Bretagne. Donc, c'est une vaste question. Et merci Maïwen de nous envoyer vers le site de la solution Bredette, où il peut y avoir des retours d'expérience intéressants. Ouais. Oui. Et du coup, Nadine complète, Nadine qui est notre déléguée à l'agriculture, elle dit en fait, vu l'âge et l'envie des agriculteurs de Plouguerneau, nous ne pourrons pas trop les inciter à se diriger vers des circuits courts, mais plutôt inciter de nouveaux producteurs qui s'installent à le mettre en place à l'installation. Et comment les inciter? Nadine parle, leur proposer aussi des lieux de vente, comme des magasins de producteurs, pourraient être incitatifs, en tout cas, source d'appel à ce type d'offres. Et une question également, alors je n'ai pas le prénom, je suis désolée. Une proposition, pourrait-on envisager le déploiement de potagers, vergers, poulaillers partagés? Oui,
ça fait partie des pistes qu'on a envie de creuser, surtout l'aspect verger. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a absolument aucune offre de fruits sur la commune. Donc, c'est des choses qui ont été travaillées à un tout petit niveau lors du dernier mandat, déjà sur la plantation de fruitiers sur les espaces publics. Mais c'est quelque chose qu'on a vraiment vu développer, en tout cas l'aspect verger. Et tout l'intérêt de faire de la veille foncière aussi, et donc on en revient aussi aux friches qui pourraient accueillir un verger de la sorte, et donc qui serait communal ou partagé, etc., ouvert aux habitants en tout cas. Et puis un atelier, oui, clairement un atelier poule pondeuse, clairement ça manque. Alors est-ce qu'on peut combiner un poulailler dans un verger? Pourquoi pas? À réfléchir. Mais ça va être toutes ces questions aussi, c'est super intéressant et ça va être tout l'enjeu aussi des semaines et des mois à venir sur l'implication de vous, habitants, dans ce projet alimentaire de territoire. Parce que, enfin voilà, on a déjà passé beaucoup de temps à venir vers vous, à vous interroger, la questionnaire en ligne, faire des questionnaires en direct, etc. Mais donc on a des bases, mais après, pour le travailler par la suite, ça sera évidemment avec vous. Il veut carrément qu'on devienne producteur de vin. Oui, pour ceux qui n'auraient pas mis le chat, il y a Delphine qui dit « Mais pourquoi pas accueillir un vignoble au vu des changements climatiques ?» Ou voir de la culture de cacahuètes. Voilà, donc en commerce équitable Nord-Nord alors, du coup. Et oui, Delphine, effectivement, il y a du vin dans le pays Bigoudin, à Tréclagat. Oui, effectivement, j'en avais entendu parler, ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, non, une remarque de Maïwen aussi. Il n'y a pas que dans le pays Bigoudin, l'opérette aussi. Donc, un vin de l'opérette. Donc, Stéphane nous quitte, il nous dit merci, bravo. Donc, merci à vous d'être resté jusque-là, d'avoir participé. De rien du tout, merci beaucoup à vous, c'était toujours aussi intéressant. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on essaye des nouvelles formules, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à devoir le faire en distanciel, hein, donc on s'est remis, on s'adapte, comme pour beaucoup de personnes. Nadine qui nous parle des poulaillers et des normes sanitaires. J'imagine que Nadine, tu parles de ces poules dans le verger. J'imagine que c'est là où ça pose peut-être problème. Oui. Donc oui, c'est vrai que Marie en a parlé. Là, effectivement, on est au diagnostic et Nadège a souhaité terminer par des pistes possibles, hein, au vu effectivement de ce qu'on a sur notre territoire, de l'offre en qualitative, quantitative, a priori des pratiques alimentaires. C'est vrai qu'on n'a pas exploité tout le questionnaire auquel bon nombre de personnes et de plus Plouguernéens ont répondu, plus de 200. Et il y a encore effectivement de la matière à extraire de ça. Mais voilà, on a des pistes d'action au niveau de la production, au niveau de la consommation, mais ce ne sont que des pistes. Et effectivement, l'enjeu des prochaines semaines, alors on ne sait pas encore exactement sous quelle forme on va essayer de le mettre en place. Les conditions ne sont pas simples, mais voilà, le but, c'est vraiment de construire un programme d'action, un plan d'action de ce PAT, de le construire avec les habitants, avec les idées, les envies, et que voilà, ce projet ressemble à Plouguerneau. Donc, ce sera les prochaines étapes. Et puis aussi, toujours pour clôturer l'accompagnement de Montsartou dans le cadre du réseau Cantine Durable, hein, en fin 2021, donc à l'issue de l'accompagnement, Plouguerneau doit organiser un événement à l'échelle de la Bretagne. Donc un événement sous forme de, je sais pas, c'était des projections de cinéma, des débats, des rencontres, etc. Un peu en mode festival agricole et alimentaire. Voilà, donc ça doit se passer idéalement fin 2021, peut-être début 2022, on verra, mais ce sera aussi un clé pour faire vivre ce PAT, je pense. Voilà, est-ce qu'il y a des dernières questions, remarques, etc. Surtout, n'hésitez pas, Maïwen. Voilà.
Mais oui, merci d'être resté, merci d'avoir participé et bonne soirée aussi. Nadège, tu peux peut-être juste passer à la diapo suivante. Voilà, on mettra ces supports en ligne, je pense plutôt sur le site internet de la commune. Donc, vous retrouverez tous les liens dont on vous a parlé ou on n'a pas forcément réussi à vous montrer. On n'a pas eu le temps. Et on a également un petit peu de lecture. Voilà, c'est vrai qu'il fait pas très beau. On peut rester vite dans son canapé au chaud. Et donc, il y a des chouettes lectures à faire. Donc, on vous a mis 3 titres qui sont assez plus ou moins récents et qui sont intéressants par rapport aux questions qu'on se pose. Des liens vers des projets inspirants. On a parlé de friches agricoles et c'est vrai que Moëlan-sur-Mer, dans le Sud-Finistère, a développé un projet vraiment hyper intéressant de remise en culture de friches agricoles pour l'approvisionnement des cantines par chez eux. On vous a parlé de Montsartou, le pilote du réseau Cantine Durable Territoire Engagé, et donc vraiment une de leurs spécificités, c'est la régie agricole municipale en maraîchère bio qu'ils ont au niveau dans leur commune. C'est une ferme urbaine, on va dire, en plein milieu de la ville. Un PAT, un projet alimentaire donc de la ville de Lorient. Et on vous a évoqué aussi le projet, le petit magasin associatif de Plouvien, qui est vraiment, là pour le coup, un vrai exemple concret qui marche de regroupement de l'offre de produits locaux pour faciliter effectivement leur accès aux consommateurs locaux. Et Christine à la médiathèque nous a préparé, il suffira de cliquer sur le lien, toute une liste de livres pour tout âge autour de l'alimentation pour les petits et les plus grands. Donc, voilà, pas hésiter à aller mettre votre nez à la médiathèque et de solliciter l'avis des agents pour leur demander les petits bouquins qui pourront faire plaisir à tout le monde. Voilà. Alors, oui, il y avait une suggestion de Delphine aussi qui parlait d'événements qui foirent aux plantes. Maraîcher, consommateur et conseil de jardinage. Ouais, c'est une idée sympa. Donc, Cathy qui s'en va aussi. Merci pour la présentation. Merci à vous, merci à tous d'être restés aussi tard. Ouais, merci vraiment tout le monde là. Un grand merci à Nadège pour ce diagnostic et puis d'avoir joué le jeu jusqu'au bout pour la restitution. Vraiment, c'était super. Et puis on revient vers vous, les habitants. Je ne sais pas du tout s'il y avait des commerçants ou des agriculteurs, a priori non, mais en tout cas, on revient vers vous incessamment sous peu pour la suite de ce PAT et on ne tardera pas à vous donner des nouvelles là-dessus. Ouais. Ouais. Et puis merci aussi à tous les gens des services. Il y avait Solène qui était là en direct, mais j'ai vu qu'il y avait aussi plusieurs personnes des services de la mairie. Ça fait plaisir aussi de voir leur investissement dans ce projet, c'est chouette. Ouais. C'est un projet, on va dire, bien partagé au sein de la mairie, au sein de la collectivité. C'est chouette. Ok, bon, et merci. Et merci puis, tout le monde. À très bientôt alors. Ouais, et bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Merci à tous. Revoir.